Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité. Les déclarations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de son entrevue périodique avec la presse, ont été vivement saluées par les internautes à travers le monde arabe. Le directeur général de l'OMS a salué l'engagement de l'Algérie pour la santé des Algériens et des Africains, un engagement qui se traduit concrètement par la stratégie nationale de lutte contre le cancer, offrant déjà des soins gratuits, notamment aux enfants. Les Marocains de plusieurs localités tirent la sonnette d'alarme face à la détérioration des conditions de vie, réclamant des mesures urgentes. Et nous terminerons avec l'exposition du trophée de la Coupe du Monde à Alger qui a attiré un grand public venu admirer le trophée et pourquoi pas espérer son retour. Bienvenue à tous. Lors de son entrevue périodique avec les représentants de la presse nationale, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé les positions constantes de l'Algérie ainsi que la solidité de ses relations avec les pays arabes. Une intervention qui a rapidement suscité une large interaction sur les réseaux sociaux. Maïsel Bouhala. Dès sa mise en circulation sur les plateformes numériques, un extrait de l'entretien médiatique périodique du président de la République consacré à la profondeur stratégique des relations algéro-arabes et au partenariat avec l'Égypte s'est imposé au cœur du débat public en ligne. Réaffirmant la solidarité des liens entre l'Algérie et son environnement arabe, l'intervention du président de la République a suscité une forte résonance, alimentant commentaires, analyses et expressions de soutien. De nombreux internautes, notamment égyptiens, ont largement relayé des séquences de son allocution, soulignant la référence fraternelle au président Abdel Fattah al-Sisi, ainsi que l'évocation des moments de solidarité et d'appui mutuel ayant rapproché les deux peuples lors de périodes décisives de leurs histoires. Nous avons tous vu la rencontre du président de l'Algérie, Abdelmadjid Tebboune, où il a parlé de l'Égypte et des Égyptiens. Le président algérien a montré l'amour que le peuple algérien voue au peuple égyptien, un homme responsable qui parle avec le cœur et en toute franchise. Je retiens que le président algérien a souligné que les liens de l'Algérie avec tous les pays arabes sont fraternels et historiques. La vérité, c'est que l'Algérie a soutenu l'Égypte et inversement. Pour moi, c'est naturel en tant que peuple arabe que nous soyons aux côtés les uns des autres et que nous nous soutenions mutuellement. L'extrait du président de la République a également eu un écho favorable auprès des internautes saoudiens et qataris qui ont salué un message d'unité et de cohésion entre les peuples arabes dans un contexte régional particulièrement sensible. Pour moi, les paroles du président algérien rappelant que l'Égypte a été la première à soutenir l'Algérie en 1963 sont extraordinaires. Elles montrent que nous sommes réellement des frères et que les frontières entre nos pays ne sont rien d'autre que de simples lignes instaurées pour nous diviser. L'histoire qui nous lie à l'Égypte dépasse les frontières. En 1973, l'Algérie n'a pas seulement fourni des avions et des chars, elle a placé toutes ses troupes sous le commandement de l'Égypte. Pour de nombreux observateurs, les propos du président de la République prononcés à un moment de grande instabilité régionale rappellent la nécessité d'un véritable retour au discours de solidarité entre les peuples de la région. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a salué la priorité accordée par l'Algérie sous l'impulsion du président de la République Abdelmadjid Tebboune aux travaux menés dans des domaines essentiels à la protection et à la promotion de la santé des Algériens et des peuples du continent africain. Dans un post publié sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, il a également souligné la qualité des échanges avec le professeur Kemal Senhadji, président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, indiquant avoir convenu avec lui de renforcer la solide collaboration entre l'Algérie et l'OMS.
Et justement, la stratégie nationale de lutte contre le cancer mobilise tous les moyens et tous les efforts, même dans le privé. Les soins sont gratuits, notamment pour les enfants, et ce grâce à des conventions signées avec la Caisse de sécurité sociale. Au centre anti-cancer de Tizi Ouzou, cette prise en charge soulage déjà de nombreuses familles. Bete Amani. Les enfants atteints de cancer reçoivent gratuitement le traitement de radiothérapie dans cet hôpital privé. Je suis venue de la wilaya d'Aflou avec mon fils atteint d'un cancer du cerveau dans le cadre de la gratuité des soins consacrés par les hautes autorités du pays. Car vous n'ignorez pas que les tarifs de la radiothérapie sont excessifs. Ils lui ont fait une opération chirurgicale, une radiothérapie de 21 jours, ensuite une césarienne. Le bébé est en très bonne santé. C'est un miracle, une fierté pour l'Algérie. Notre service utilise les meilleures techniques de radiothérapie qui sont à la pointe de la technologie, l'IMRT et la technique stéréotaxique, qui est très précise. Elle permet le traitement des tumeurs, notamment du cerveau, que le chirurgien ne peut pas opérer. Nos malades peuvent désormais bénéficier de cette technique qui n'était pas disponible en Algérie, ce qui obligeait les malades à partir à l'étranger et débourser des sommes colossales pour en bénéficier. La convention de la Caisse nationale d'assurance sociale CNAS avec les cliniques privées pour la prise en charge des enfants cancéreux couvre totalement les frais des soins qui leur sont prodigués. La CNAS prend en charge les frais des soins prodigués aux enfants, y compris l'hébergement, la restauration et même le transport. Cette initiative s'inscrit dans une volonté politique de faire de la sécurité sociale un levier de solidarité pour les pathologies infantiles lourdes, incluant également des projets de création de centres d'oncologie pédiatrique. À l'ère du numérique, la maîtrise des données s'impose comme un enjeu stratégique. Pour y parvenir, la numérisation des institutions de l'État et la sécurisation des flux d'informations deviennent essentielles. C'est dans cette perspective qu'a été mis en place le dispositif national de gouvernance des données. C'est une couverture signée Raouf Hamouche. Les données sont aujourd'hui au cœur du fonctionnement de l'État. Leur gestion conditionne l'efficacité de l'administration, la sécurité des systèmes et la qualité du service. C'est dans ce contexte que la plateforme nationale de gouvernance des données a été présentée ce matin au Centre international des conférences Abdelatif Rahal. Un outil destiné à structurer, sécuriser et encadrer l'utilisation des données au sein de l'administration publique. La maîtrise des données est aujourd'hui un enjeu stratégique. Cette plateforme renforce la coordination entre les institutions et garantit un niveau élevé de sécurité des systèmes d'information de l'État. La gouvernance des données est avant tout un cadre de confiance. Elle permet d'assurer que les données publiques soient utilisées de manière sécurisée, conforme à la loi et dans le respect des droits des citoyens. Concrètement, la gouvernance des données vise à mettre fin à une gestion fragmentée de l'information publique. Elle permet un partage encadré entre les administrations, améliore la qualité des données et renforce leur traçabilité, tout en intégrant des exigences élevées de sécurité. Essentiellement, ce dispositif repose sur le principe de gouvernance des données, de manière à ce que l'ensemble des parties prenantes dans le dispositif sachent quel rôle elles ont et qu'est-ce qu'elles ont à faire de manière sécurisée et de manière également qui permette de protéger les données et de protéger également les données liées aux personnes et aux institutions. Et ça va changer fondamentalement l'organisation de l'administration. Donc l'administration qui a l'habitude d'être hiérarchisée, donc verticale, organisée en silos, l'information, l'interopérabilité permet de développer cette organisation de façon horizontale. Donc plus de hiérarchie, de bureaucratie, mais une information partagée, ça permet de faire sauter les mauvais esprits, de les chasser et surtout d'asseoir une visibilité qui permettrait d'apprécier les meilleurs
et d'éliminer les médiocres. Ça, c'est important. Plus qu'un simple outil de régulation, le dispositif national de gouvernance des données est un levier souverain du développement durable dans notre pays, reflétant son engagement international envers les standards mondiaux à même de contribuer à améliorer les indicateurs de compétitivité numérique, de transparence et d'attractivité de l'investissement, tout en renforçant sa crédibilité auprès des partenaires et des institutions financières internationales. Ce dispositif ouvre ainsi un chantier de fond pour l'administration dont l'efficacité dépendra désormais de son déploiement progressif et de son appropriation par l'ensemble des institutions. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Lounès Magraman, a co-présidé hier à Riga, en Lettonie, avec le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères de la République de Lettonie, la deuxième session des consultations politiques bilatérales algéro-lettonnes. Ces entretiens ont permis de passer en revue les relations d'amitié unissant l'Algérie et la Lettonie, fondées sur les valeurs de solidarité et de respect mutuel, ainsi que les moyens de renforcer le cadre institutionnel et juridique de la coopération entre les deux pays afin de lui insuffler une nouvelle dynamique, notamment en encourageant l'échange de visites à travers différents niveaux. Magraman a indiqué que l'Algérie est disposée à partager son expérience au Conseil de sécurité des Nations Unies alors que la République de Lettonie entame pour la première fois son mandat en tant que membre non permanent de cet organe onusien pour la période 2026-2027. Réception d'une nouvelle cargaison de 210 autobus au port de Djenjen de différents types. Elle entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République impliquant l'importation de 10 000 nouveaux bus visant à renouveler le parc national de transport de voyageurs. Dans le cadre de la concrétisation effective et rigoureuse du programme du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, visant à renouveler le parc national de transport de voyageurs et à élever la qualité du service public. Ces arrivages font l'objet d'un suivi personnel par le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, un suivi qui témoigne du caractère stratégique accordé par l'État à ce dossier vital. La direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale vient ainsi de réceptionner un nouveau lot de 210 bus modernes, toutes catégories confondues. Cette opération s'inscrit dans le programme national d'importation de 10 000 bus, exclusivement dédiés au renouvellement de la flotte de transport à travers les différentes wilayas du pays. La réception a été coordonnée par l'établissement de développement de l'industrie de véhicules sous la tutelle de la direction des fabrications militaires, selon une approche institutionnelle rigoureuse, garante de qualité, d'efficacité et de conformité aux standards techniques. Ce choix stratégique place la sécurité et le confort des citoyens au cœur des politiques publiques, grâce à ces véhicules de dernière génération répondant aux normes de sécurité et d'efficacité énergétique. L'État réaffirme son engagement pour un transport moderne et digne. C'est une réhabilitation du service public, pilier de la justice sociale et de la qualité de vie. Les réceptions se poursuivront dans les jours à venir selon un calendrier précis pour garantir une injection graduelle et étudiée de ces bus dans l'ensemble du réseau national. Sous le slogan « Stimuler l'innovation dans la santé grâce à la coopération stratégique entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie », la Chambre de commerce américaine, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis en Algérie, a organisé hier un forum de haut niveau dédié à l'innovation dans le secteur de la santé. La rencontre a réuni des représentants des autorités publiques, des experts du domaine de la santé, des universitaires ainsi que des acteurs économiques et des dirigeants de sociétés pharmaceutiques américaines, dans le cadre du renforcement du partenariat et de la coopération bilatérale entre les deux pays. Nous sommes conscients de l'importance de cet événement. Nous nous réunissons aujourd'hui pour un échange de vues afin de consolider notre partenariat et l'engagement entre nos deux pays. Cet événement reflète une ambition commune de renforcer ce partenariat algéro-américain qui permettra d'accélérer le progrès scientifique et technologique local grâce à un travail et une collaboration solide avec les professionnels, les sociétés et les ministères algériens, ce qui permettra de booster le partenariat entre nos deux pays.
Pour renforcer le partenariat au niveau africain et international, le président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula, a rencontré une délégation importante de la Société financière internationale pour la région Afrique, qui est l'une des plus grandes institutions de développement au monde et membre du groupe de la Banque mondiale. Au cours de cette rencontre, des opportunités de coopération ont été discutées dans les domaines de l'agriculture, de la sécurité sanitaire et de l'industrie pharmaceutique, ainsi que des possibilités d'accès au marché africain via les réseaux de banques de la Société financière internationale dans la région. Les deux parties ont décidé de créer un comité mixte chargé d'établir une feuille de route pour définir les objectifs et en assurer le suivi afin de renforcer la présence des entreprises algériennes à l'échelle internationale. Le ministère de l'Habitat a annoncé l'ouverture dès mars prochain des recours concernant le type d'appartement dans le cadre du programme Location-Vente AADL3 et ce via la plateforme numérique dédiée. Lors de la réunion présidée par le ministre de l'Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, il a également été décidé de lancer une application interactive dès mars pour la remise des contrats aux souscripteurs du programme AADL2 en partenariat avec les offices nationaux. Le ministère a rappelé que 85% des souscripteurs ADL3 ont déjà effectué le premier versement et a donné des instructions pour accélérer la réalisation des 120 000 unités restantes et lever les obstacles pour leur programme de 300 000 logements inscrits à la loi de finances 2026. Le ministère de l'Éducation nationale a accordé une nouvelle chance pour les élèves qui n'ont pas eu le temps de s'inscrire aux examens du brevet d'enseignement moyen et au baccalauréat session 2026. Le délai a été prolongé et ce jusqu'à samedi prochain, le 14 février à minuit. L'inscription se fait toujours via les mêmes sites. Face à la précarité et à la détérioration des conditions de vie, des habitants de plusieurs localités du Maroc tirent la sonnette d'alarme. Inondations, manque d'infrastructures et démolition d'habitations, autant de difficultés qui pèsent lourdement sur le quotidien des Marocains. Walid Benouis. Les Marocains ne décolèrent pas. Leur colère est à la mesure de leur détresse face au mépris affiché par le Merzen, qui s'obstine à les expulser de leur demeure, et ce, en dépit des récentes inondations qui ont frappé le nord du pays. Y a-t-il quelqu'un? Apparemment, il y a une personne qui se noie ici. Regardez l'état dans lequel nous sommes. Nous sommes sous le choc. Pas de travail, pas d'études, rien. Nous souffrons de l'absence d'infrastructures. Dès qu'il pleut un peu, c'est l'inondation. À cause des inondations, nous n'avons pas pu passer nos examens. Dans ces zones recluses, plusieurs familles affirment vivre aujourd'hui sans logement digne et sans ressources suffisantes. Les pénuries de produits de base et les coupures d'électricité aggravent davantage leurs conditions de vie. Nous voulons simplement manger. Nous mourons de faim. On va à l'épicerie, il n'y a rien. Il n'y a même pas de farine et les gens sont malades. Pas de gaz butane, pas de produits alimentaires. Il y a une grande pénurie. Pas d'huile, pas de sucre. Même l'électricité a été coupée. Les magasins sont vides. Entre expulsion, démolition, inondations et difficultés d'approvisionnement, ces habitants se sentent abandonnés et appellent à des mesures urgentes pour améliorer leur quotidien.
Un appel auquel le Marzen semble insensible. Sur fond de vagues de solidarité et de soutien populaire en Europe et dans le monde pour la cause sahraoui, une délégation française composée de journalistes, d'avocats, de chercheurs et de membres de l'association Amis du Sahara occidental s'est rendue dans le camp de réfugiés sahraouis. Les visiteurs ont parcouru plusieurs institutions et infrastructures et effectué une inspection sur le terrain pour évaluer la situation sur place. L'entité sioniste compte renforcer sa mainmise sur la Cisjordanie dans la perspective d'annexer ce territoire palestinien occupé depuis 1967. Elle s'est arrogée le droit de tout contrôler au détriment des Palestiniens. Jugée illégale par de nombreux pays, la décision de l'entité sioniste préoccupe gravement le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui met en garde contre le fait que la trajectoire actuelle sur le terrain, y compris cette décision, compromet la perspective d'une solution à deux États. L'Union européenne a de son côté condamné un nouveau pas dans la mauvaise direction, rappelant que l'annexion est illégale en droit international. Par conséquent, toute mesure concrète prise en ce sens serait considérée comme une violation du droit international. De nombreux pays arabes ainsi que l'Indonésie et le Pakistan ont également dénoncé l'imposition d'une nouvelle réalité juridique et administrative en Cisjordanie occupée, accélérant ainsi les tentatives de son annexion illégale et le déplacement du peuple palestinien. Autre registre, on s'intéresse maintenant à l'art avec la rencontre de l'artiste Abdelkader Benlarbi, connu pour ses œuvres particulières aux sculptures et encre, dialogue avec la nature et la spiritualité. Il avait marqué les esprits en janvier dernier lors d'une exposition intitulée El Bousten au Centre culturel algérien à Paris. Correspondance de Afef Belhouchet. Au Centre culturel algérien à Paris, dans cet espace d'exposition transformé en jardin symbolique, l'artiste Abdelkader Benlarbi a présenté El Bousten, une œuvre inspirée du poète soufi Saadi, où la nature devient langage, matière et méditation. Sculpture organique, encre calligraphique et fragments végétaux composent un univers sensible, construit comme un parcours intérieur. Alors, Abdelkader Benlarbi est un artiste qui a plusieurs cordes à son art, qui fait principalement de la sculpture, mais il fait également des encres et de la peinture classique. On s'est vraiment focalisé sur la sculpture et sur les encres. D'abord parce qu'on voulait qu'il y ait une homogénéité dans l'expo. Et c'est vrai que les encres répondent très bien aux sculptures. On retrouve ces mêmes lignes. Dans cet espace d'exposition, le dialogue entre 2 et 3 dimensions structure l'ensemble. Les encres prolongent les sculptures, répondant aux mêmes lignes et aux mêmes tensions. On a cette évocation de l'arbre, mais on a également l'évocation du derviche tourneur. On a cet ancrage dans le sol, cet enracinement, cette matérialité, et en même temps cette élévation vers l'infini, vers les cieux, grâce à la puissance de l'esprit et de la foi. Chez Abdelkader Benlarbi, la nature n'est jamais décorative. Elle devient signe, souffle et mouvement. Racines, écorces, fragments végétaux glanés lors de ses promenades nourrissent chaque création. Moi, tout ce que je fais, tout mon travail est basé sur la manifestation divine. D'accord ? Dieu nous envoie des signes, et ces signes-là, il faut les percevoir avec un œil intérieur qui s'appelle le cœur et l'intuition. Entre gestes libres et compositions maîtrisées, l'artiste explore un dialogue constant entre matière et spiritualité. La 2 dimensions, elle se marie avec la 3 dimensions. C'est-à-dire, la 2 dimensions, c'est les encres. Et pour moi, les encres, c'est la complémentarité de mon travail sculptural. Voilà. Donc, il y a plus de liberté dans le geste sur les encres et il y a plus d'harmonie et de composition sur les sculptures. Donc, pour moi, c'est complémentaire. Avec El Bousten, Abdelkader Benlarbi a composé un jardin intérieur où la matière est devenue langage spirituel, une invitation à contempler la nature comme un espace de signe entre silence, mémoire et élévation. Et on termine avec le trophée de la Coupe du Monde exposé hier à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf d'Alger dans le cadre d'une tournée promotionnelle organisée par la FIFA visant à rapprocher le public du symbole suprême du football mondial. Une occasion qui a ravi les visiteurs enthousiastes de pouvoir admirer de près ce prestigieux trophée. Sami Dakhli. À l'occasion de l'exposition du trophée de la Coupe du Monde à la coupole d'Alger, des familles entières ont fait le déplacement pour découvrir le Graal du football.
Un instant unique que les férus de football comptent bien immortaliser. L'ambiance aujourd'hui était vraiment incroyable. Je tiens à remercier les organisateurs et un grand merci aux autorités pour cette initiative. Nous sommes vraiment heureux que le trophée de la Coupe du Monde soit exposé ici. Nous sommes venus avec nos enfants pour prendre des photos. C'est un plaisir de voir le trophée de la Coupe du Monde et nous avons pu prendre des photos. Les passionnés de football s'y voient déjà. Ils rêvent de ramener la coupe à la maison. Nous remercions les autorités pour cet événement et nous souhaitons plein de succès à notre équipe nationale. Nous espérons que notre sélection nationale fera un parcours honorable en Coupe du Monde. Nous sommes très heureux que le trophée de la Coupe du Monde ait fait escale en Algérie. Pour ceux qui ont eu la chance de poser avec le trophée de la Coupe du Monde, ce moment restera gravé à jamais dans leur mémoire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Excellente journée sur Canal Algérie.